Bienvenue dans ce moment de calme et d'évasion où les mots se mêlent, au souvenir d'une époque élégante et mystérieuse. Vous allez plonger dans une histoire captivante, écrite par la reine du suspense, Agatha Christie. Ce soir, laissez-vous transporter par le crime de l'Orient Express, un chef-d'œuvre qui vous fera voyager sur les rails d'un train légendaire tout en résolvant un crime aussi complexe que fascinant. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez Hercule Poirot guider votre esprit vers des terres de réflexion et de sérénité. Cette narration douce et immersive a été spécialement conçue pour vous, aider à trouver le sommeil. Bonne écoute, et peut-être rêverez-vous déjà de ce fameux train. Chapitre 1. Le départ de l'Orient Express. Dans une atmosphère hivernale empreinte de froideur et de mystère, nous faisons connaissance avec Hercule Poirot, détective belge au crâne luisant comme un miroir poli et à la moustache impeccablement taillée, symbole vivant de son élégance et de sa précision légendaire. Il se trouve à Constantinople après avoir résolu une affaire délicate impliquant des documents diplomatiques compromettants. Ce succès lui a valu non seulement une réputation renforcée, mais aussi une certaine notoriété parmi les cercles internationaux, alors qu'il prévoit de regagner Londres afin de profiter de quelques semaines de repos bien mérités dans son appartement cossu de Whitehall Terrace. Il reçoit une invitation inattendue. Monsieur Book, directeur de la Compagnie internationale des wagons-lits, un homme rondouillard, aux manières courtoises et au sourire engageant, lui propose de prendre place dans le prestigieux Orient Express. Ce train mythique, symbole de luxe et de sophistication, relie l'Est à l'Ouest en traversant plusieurs pays européens, offrant ainsi une expérience unique à ses passagers privilégiés. L'idée de ce voyage séduit immédiatement Poirot, qui accepte sans hésitation. C'est lors de cette escale fortuite à la gare Sirkeci que notre héros rencontre une figure familière, Edward Hastings. Ancien camarade de guerre et ami de longue date, Hastings est venu en Turquie pour affaires personnelles avant de décider de retourner en Angleterre. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis plusieurs années et leur retrouvaille est marquée par une chaleureuse accolade accompagnée d'éclats de rire joyeux. « Mon cher Hastings, quel bonheur de vous revoir !» s'exclame Poirot, les yeux pétillants derrière ses lunettes rondes. « Et moi donc, vous n'avez pas changé d'un iota, mon vieux Poirot !» répond Hastings avec son habituelle jovialité. Le départ du train est imminent, et les deux amis montent rapidement à bord sous un ciel menaçant où de gros nuages gris s'amoncellent à l'horizon. À peine installés dans leurs compartiments respectifs, ils échangent des impressions sur cette traversée imminente. « Voulez-vous donc dire, mon cher Hastings, que vous n'avez jamais pris plaisir à ces voyages transcontinentaux ?» interroge Poirot, avec une pointe d'ironie. Hastings avoue être intrigué par l'idée de côtoyer des personnages venus des quatre coins du monde, chacun porteur de ses propres secrets et histoires fascinantes. La cabine de Poirot est petite mais confortable, meublée avec soin pour refléter l'esprit luxueux du train. Un lit étroit, une table minuscule et une fenêtre donnant sur le paysage extérieur constituent l'essentiel de l'aménagement. Toutefois, pour un homme tel que Poirot, même cet espace réduit devient un terrain d'observation privilégié. Chaque détail attire son attention. La qualité du tissu des rideaux, la disposition des objets sur la coiffeuse, voire les moindres imperfections dans le bois verni des cloisons. Parmi les passagers figure une actrice américaine flamboyante nommée Harriet Hubbard, dont les bijoux scintillent sous les lumières tamisées du wagon-restaurant. Un diplomate russe austère et taciturne, M. Andreni,
qui semble toujours plongé dans ses pensées. Un médecin italien jovial, le docteur Constantine, connu pour son humour pince sans rire, ainsi qu'un riche industriel américain nommé Samuel Ratchet. Ce dernier attire immédiatement l'attention de Poirot, non seulement par son arrogance manifeste, mais aussi par ses regards furtifs et ses manières suspectes. Son visage buriné porte les stigmates d'une vie tumultueuse, et ses yeux noirs trahissent une intelligence calculatrice. Lors d'une discussion informelle dans le couloir du train, Ratchet aborde directement le sujet qui le préoccupe. « Monsieur Poirot, j'ai entendu parler de vos talents exceptionnels en matière d'enquête. Pourriez-vous travailler pour moi comme garde du corps ?» lance-t-il abruptement, sans attendre de réponse, avant de poursuivre. « J'ai reçu des menaces anonymes ces derniers temps, et je crains pour ma sécurité. » Poirot, bien que flatté par l'offre, refuse poliment. « Je crains, monsieur, que mes services ne soient pas adaptés à une telle situation. De plus, quelque chose chez vous me laisse perplexe. Peut-être serait-il prudent de consulter les autorités locales plutôt que de recourir à un détective privé. » Ratchet hausse les épaules, visiblement agacé, puis s'éloigne en direction de son compartiment. Mais cette brève interaction reste gravée dans l'esprit de Poirot, qui sent instinctivement que cet homme cache quelque chose de trouble. La nuit tombe rapidement, enveloppant le train d'une obscurité propice aux secrets et aux murmures. Chaque compartiment semble cacher une histoire unique, tandis que le cliquetis régulier des roues sur les rails berce les passagers endormis ou anxieux. Dans cet univers confiné, personne ne soupçonne encore que leur destin sera bientôt bouleversé par un événement tragique. Une tension palpable flotte dans l'air, presque imperceptible pour certains, mais évidente pour ceux qui savent observer attentivement. Avant de s'endormir, Poirot prend soin de verrouiller minutieusement la porte de son compartiment. Il ajuste sa robe de chambre en soie, vérifie une dernière fois que ses affaires sont rangées selon son ordre habituel, puis éteint la lumière. « Dormez bien, Hastings », murmure-t-il doucement, sachant pertinemment que le sommeil pourrait être troublé par des événements imprévus. Car dans le monde de l'Orient Express, rien n'est jamais vraiment paisible. Chapitre 2 : La tempête et le premier soupçon. Le lendemain matin s'annonçait sous des auspices plutôt ordinaires. Le cliquetis régulier du train berçait toujours ses passagers endormis ou déjà réveillés, tandis que l'aube peinait à percer à travers les épais rideaux de neige qui commençaient à tomber avec insistance. Hercule Poirot, après une nuit paisible malgré quelques bruits suspects qu'il avait attribués aux mouvements habituels du train, se leva tôt pour profiter d'un moment de calme avant que le brouhaha matinal ne vienne perturber son introspection. Il ajusta méticuleusement sa cravate et vérifia une dernière fois que sa moustache était parfaitement taillée. Car, comme il aimait souvent le rappeler à Hastings, un homme doit être irréprochable dans son apparence, surtout lorsqu'il voyage parmi des inconnus. Ensuite, il sortit dans le couloir où il croisa brièvement Mrs. Hubbard, une Américaine exubérante dont les cris stridents avaient déjà alerté plusieurs passagers. Elle tenait fermement son peignoir contre elle, tout en se plaignant du froid glacial qui s'était infiltré dans son compartiment. « Oh mon Dieu, quel désastre! Cette chaleur est totalement inefficace !» s'exclama-t-elle, avant de remarquer Poirot et de lui adresser un sourire forcé. « Vous aussi, vous avez des problèmes ?» Poirot inclina légèrement la tête. « Non, madame. Mais je constate que votre bonne humeur reste intacte malgré ces conditions difficiles. Peut-être devrions-nous tous prendre exemple sur vous. » Mrs. Hubbard rit nerveusement,
puis disparut rapidement dans son compartiment, refermant la porte avec fracas. Cet échange intrigua Poirot, qui nota mentalement son comportement excessivement théâtral. Il continua sa promenade jusqu'à atteindre le wagon-restaurant, où il rejoignit Hastings, déjà installé devant une tasse de café fumante. « Bonjour, Hastings » salua Poirot avec entrain. « Avez-vous bien dormi ?» Hastings leva les yeux de son journal. « Comme un loir, merci. Et vous ?»« Parfaitement. Mais j'ai entendu des bruits inhabituels cette nuit. Des pas furtifs dans le couloir peut-être. Rien de trop alarmant cependant. » À cet instant précis, un cri déchira l'air. Tous les regards convergèrent vers la source du tumulte. Michel, le majordome français, venait de surgir dans le couloir, le visage livide. « Monsieur Bouc, venez vite, il y a eu un meurtre. » Les deux hommes échangèrent un regard interdit avant de se précipiter hors du wagon-restaurant. Dans le couloir, une foule compacte s'était déjà formée autour de la porte du compartiment de Samuel Ratchet. Monsieur Bouc, rougeaud et affolé, tentait de maintenir l'ordre. « Laissez-moi passer, je vous prie », ordonna Poirot d'une voix ferme mais courtoise. Une fois à l'intérieur, il découvrit une scène macabre. Le corps de Ratchet gisait sur son lit, vêtu d'une chemise de nuit froissée. Une plaie béante sur son torse indiquait clairement la cause de sa mort. Un coup de poignard, porté avec une force considérable. Le sang avait séché, signe que le crime avait été commis plusieurs heures plus tôt. Poirot observa attentivement les lieux, notant chaque détail. Une fenêtre entr'ouverte, une cordelette tombant du plafond, une serviette en papier chiffonnée près du lavabo. Quand s'entronna... « Pensez-vous, mon ami ?» demanda-t-il à Hastings, qui paraissait quelque peu pâle. Honnêtement, cela ressemble à un véritable chaos. Comment allons-nous résoudre cette affaire? Poirot esquissa un léger sourire. Ne vous inquiétez pas, Hastings. Chaque indice, aussi minuscule soit-il, nous rapproche de la vérité. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois examiner davantage cette scène. Il passa ensuite en revue les objets trouvés dans le compartiment. Une montre arrêtée à Pissandiat, 1 heure avancée de la nuit, une lettre chiffonnée contenant une menace vague et un bouton de manchette abandonné sur le sol. Chaque pièce semblait avoir été soigneusement disposée là pour raconter une histoire précise ou peut-être trompeuse. Pendant ce temps, M. Bouc organisa rapidement une réunion avec tous les passagers dans le wagon-salon. Les tensions étaient palpables. Certains semblaient effrayés, d'autres curieux, et quelques-uns même indifférents. Harriet Hubbard, toujours volubile, protesta haut et fort contre l'idée que quelqu'un à bord du train puisse être un assassin. « C'est impossible. Nous sommes tous des gens respectables ici. » Le docteur Constantine, quant à lui, adopta une approche plus scientifique. « J'ai examiné le corps, et selon moi, la victime est décédée entre minuit et 2 heures du matin. Cela restreint considérablement le champ des possibles coupables. » Poirot hocha gravement la tête. « Très juste, docteur. Mais permettez-moi de vous dire que rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Chacun de nous pourrait avoir un lien, direct ou indirect, avec ce drame. » La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, isolant encore davantage les passagers dans leur prison roulante. Dans cette atmosphère confinée, chaque parole, chaque geste prenait une importance capitale. Poirot, assis dans un coin du salon, méditait profondément, son regard perdu dans le vide. « Rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît, » murmura-t-il une nouvelle fois, conscient que le chemin vers la vérité serait long et tortueux. Chapitre 3. Les premiers interrogatoires. Après la révélation macabre du meurtre de Samuel Ratchet,
L'atmosphère à bord de l'Orient Express devint étouffante. Chaque passager semblait se méfier de son voisin, jetant des regards furtifs par-dessus ses épaules ou murmurant des suppositions dans les coins isolés du train. Hercule Poirot, conscient que le temps jouait contre lui, décida de procéder immédiatement aux premiers interrogatoires. Monsieur Bouc, bien que visiblement troublé par la situation, offrit son aide logistique pour organiser ses entretiens dans le wagon-salon, où chacun serait reçu individuellement. Le premier à être convoqué fut R. Hardman, un homme d'affaires américain d'une 50aine d'années, dont l'allure sévère contrastait avec son accent nasillard. « Monsieur Hardman, je vous remercie de bien vouloir coopérer, » commença Poirot avec courtoisie. « Veuillez m'expliquer vos relations avec Monsieur Ratchett. » R. Hardman fronça les sourcils, manifestement mal à l'aise. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne connaissais pas cet homme. Nous n'avons jamais échangé plus de quelques mots polis. » Poirot inclina légèrement la tête, son regard perçant fixé sur l'Américain. « Pourtant, lors de notre discussion hier soir, vous avez mentionné son nom comme si vous étiez déjà familier avec sa personne. Seriez-vous en mesure de clarifier cette contradiction ?» R. Hardman hésita avant de répondre. « C'est vrai, j'ai entendu parler de lui dans certaines affaires professionnelles, mais cela ne signifie pas que nous avions des liens personnels. »« Très bien, » conclut Poirot, notant mentalement cette ambiguïté. Il autorisa alors R. Hardman à regagner son compartiment, non sans avoir ajouté « Sachez que toute information, même mineure, pourrait s'avérer cruciale dans cette enquête. » Le suivant fut Greta Olson, une religieuse suédoise d'une 40aine d'années, vêtue d'une robe sombre et coiffée d'un voile blanc immaculé. Sa présence apporta une touche de calme dans l'agitation ambiante. « Mademoiselle Olson, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel durant la nuit ?» demanda Poirot doucement, respectueux de son apparente fragilité. La religieuse baissa les yeux, ses mains jointes serrées sur ses genoux. « Non, monsieur. J'ai prié jusqu'à tard, puis je me suis endormi. Tout était silencieux autour de moi. »« Avez-vous vu quelqu'un passer dans le couloir ?» Elle secoua la tête. « Personne. Mais... » Elle marqua une pause, comme si elle pesait soigneusement ses mots. « Il y avait un parfum étrange flottant dans l'air, près de ma porte. Un mélange floral, assez fort. Je ne sais pas d'où il venait. » Poirot nota ces détails avec intérêt. « Merci, mademoiselle Olson. Vous avez été très coopérative. » Le troisième interrogatoire concerna Cyrus B. Hasselbeck, un magnate du pétrole américain qui portait un costume 3 pièces impeccable, mais arborait une expression arrogante. « Monsieur Hasselbeck, seriez-vous disposé à nous raconter votre soirée d'hier ?» questionna Poirot avec une politesse teintée d'autorité. L'homme ricana. « Écoutez, je ne vois pas pourquoi je devrais perdre mon temps ici. Ce type, Ratchett, je ne le connaissais même pas. J'étais dans mon compartiment à lire un journal. Voilà tout. » Poirot haussa un sourcil. « Auriez-vous pu prêter attention aux bruits environnants? Des pas, des voix? » « Non, rien du tout. Maintenant, si vous permettez, j'ai des affaires importantes à régler. » Avec ces mots, Hasselbeck se leva brusquement et quitta la pièce, laissant derrière lui une atmosphère chargée de tension. Ensuite, ce fut au tour de Mrs. Hubbard, toujours exubérante et théâtrale. « Mon Dieu, Hercule, je ne peux pas croire qu'il y ait un assassin parmi nous !» s'exclama-t-elle dès son entrée, en prenant place avec un soupir théâtral. « Moi, je dormais profondément, bien sûr. Mais j'ai entendu des bruits. Oui, des bruits dans le couloir. Vers minuit, peut-être un peu plus tard. J'ai pensé que c'était juste le personnel du train, alors je ne me suis pas inquiété. »« Pouvez-vous décrire ces bruits ?» insista Poirot. « Oh, c'était léger, presque imperceptible, comme des pas feutrés,
Et puis j'ai cru entendre une porte claquer, mais vraiment, je ne peux pas en être sûr. Poirot la remercia chaleureusement, sentant que son témoignage, bien que subjectif, contenait des éléments intéressants à creuser. Après plusieurs autres entretiens similaires, notamment avec le docteur Constantine, qui confirma ses observations médicales initiales, et avec monsieur Andrény, qui resta évasif quant à ses activités nocturnes, le détective belge se retira dans son compartiment pour analyser les informations recueillies. Assis confortablement, il sortit son carnet de notes et relut chaque mot avec attention. Certaines contradictions émergèrent déjà. R. Hardman semblait dissimuler quelque chose, tandis que Mrs. Hubbard, bien qu'excessive, avait peut-être perçu des indices significatifs. Quant à Greta Olson, son parfum mystérieux constituait une piste intrigante. « Hastings, venez donc me rejoindre », appela-t-il soudain, percevant la présence de son ami dans le couloir. « J'aimerais partager mes réflexions avec vous. » Edward Hastings entra, un air curieux peint sur son visage. « Alors, que pensez-vous de tout cela ?» Poirot esquissa un sourire en coin. « Une chose est certaine, rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Derrière chaque parole, chaque geste, se cache une vérité enfouie. Mais nous approchons, mon cher Hastings. Patience, et tout s'éclaircira. » La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, isolant encore davantage les passagers dans leur prison roulante. Dans cette atmosphère confinée, chaque secret demeurait suspendu dans l'air attendant patiemment d'être révélé. Chapitre 4. Les secrets du passé. La nuit suivante fut encore plus froide et silencieuse que les précédentes. Le train, immobilisé par la tempête, ressemblait à une coquille fragile perdue au milieu d'une mer de neige. Hercule Poirot, assis dans son compartiment, passait en revue chaque détail des interrogatoires qu'il avait menés. Chaque mot prononcé par les passagers résonnait dans son esprit comme une note musicale, formant peu à peu une symphonie complexe où chaque instrument jouait un rôle crucial. Hastings, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez ces personnes ? Demanda-t-il soudainement, interrompant la lecture tranquille de son ami. Hastings releva les yeux de son livre, visiblement surpris par la question. Oui, peut-être. Mrs. Hubbard semble trop dramatique pour être honnête, et cet Allemand, R. Hardman, cache quelque chose. Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est cette religieuse suédoise. Elle a parlé d'un parfum floral. Pourquoi mentirait-elle sur un détail aussi insignifiant ? Poirot hocha gravement la tête. Vous avez raison, mon ami. Cependant, il est possible que ce soit précisément ce genre de détail qui nous mène à la vérité. Rappelez-vous, souvent, les petits mensonges cachent les grandes vérités. C'est alors que M. Bouc frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Monsieur Poirot, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser, » annonça-t-il avec empressement. Il tendit une enveloppe usagée contenant plusieurs coupures de journaux jaunis par le temps. Je me suis souvenu d'un article que j'avais lu il y a quelques années. Il concerne un crime odieux commis aux États-Unis. Intrigué, Poirot prit l'enveloppe et déplia les feuilles. Les titres étaient accablants. L'affaire Armstrong, un enfant enlevé et assassiné. L'article racontait comment Daisy Armstrong, une petite fille de 3 ans issue d'une famille riche, avait été kidnappée et tuée par un gang de criminels. La tragédie avait secoué l'Amérique entière. Parmi les suspects arrêtés figurait un certain Cassetti, un homme sans scrupules qui avait échappé à la justice grâce à ses connexions influentes. « Mon Dieu !» s'exclama Poirot, les sourcils froncés. « Sir Hatchett !» Non, excusez-moi, cet homme se faisait appeler Hatchett, mais il était en réalité Cassetti. Voilà pourquoi il recevait des menaces anonymes.
quelqu'un parmi nous connaissait son identité véritable. Monsieur Book hocha la tête. Cela expliquerait également pourquoi personne ne semblait le regretter après sa mort. Certains ici pourraient même avoir eu des raisons personnelles de vouloir se venger. Cette découverte ouvrait de nouvelles perspectives dans l'enquête. Poirot décida immédiatement de revoir certains témoignages à la lumière de cette information. Il convoqua une nouvelle série d'interrogatoires, commençant par le docteur Constantine, dont la neutralité apparente méritait d'être examinée de plus près. Le médecin italien entra avec son habituelle bonne humeur, bien que teinté d'une certaine nervosité. « Monsieur Poirot, je suppose que vous avez découvert quelque chose de nouveau ?» « En effet, docteur. Savez-vous qui était vraiment Samuel Ratchet ?» Le docteur Constantine cligna des yeux, visiblement pris de court. « Eh bien, je crois avoir entendu des rumeurs à propos de cet homme, mais je n'étais pas sûr de leur véracité. » Poirot insista. « Avez-vous jamais rencontré quelqu'un impliqué dans l'affaire Armstrong ?» Le médecin baissa la tête, pesant soigneusement ses mots. « Ma femme. Elle travaillait autrefois comme infirmière dans une clinique privée. Elle a soigné la mère de la petite Daisy Armstrong après le drame. Cette femme était brisée, incapable de continuer à vivre normalement. Si j'apprends aujourd'hui que cet homme, Cassetti, était à bord de ce train, je comprends mieux pourquoi certains pourraient désirer rendre justice eux-mêmes. » Ce témoignage ajoutait une couche supplémentaire de complexité à l'enquête. Poirot remercia le docteur Constantine avant de passer à son prochain entretien, cette fois avec monsieur Andreni, le diplomate russe. Andreni, élégant et distant, adopta un ton glacial dès le début. « Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Je ne vois pas pourquoi je devrais perdre davantage de temps. Veuillez simplement répondre à une question, monsieur. Connaissiez-vous l'identité véritable de Ratchet ?» Le diplomate hésita imperceptiblement avant de répondre. « Non, je l'ignorais totalement. Toutefois, ma femme... » Il s'arrêta net, réalisant probablement qu'il en avait trop dit. « Votre femme ?» reprit Poirot, intrigué. Elle voyageait sous un faux nom lorsqu'elle a réservé son billet. Son vrai nom est Sonia Armstrong. Elle est la sœur de la défunte mère de Daisy. Cette révélation bouleversante changeait complètement la donne. Plusieurs passagers avaient donc des liens directs avec l'affaire Armstrong, ce qui signifiait que leur motivation pouvait aller bien au-delà d'une simple coïncidence. Alors que la nuit avançait, Poirot demeura plongé dans ses pensées, cherchant à assembler les pièces du puzzle. Chaque secret dévoilé semblait conduire à une vérité plus sombre et plus complexe. Et tandis que la tempête continuait de rugir autour du train, il sentait que la solution finale n'était plus très loin. Chapitre 5. Les liens du destin. Le lendemain matin se révéla aussi morne que les jours précédents, avec une atmosphère lourde et confinée accentuée par la tempête qui persistait à l'extérieur. Hercule Poirot, après avoir passé une nuit entière à analyser les informations accumulées, décida de revoir certains passagers pour creuser plus profondément leur relation avec l'affaire Armstrong. Chaque détail, chaque mot échangé auparavant prenait désormais un relief nouveau sous la lumière crue de cette vérité inattendue. Il commença par convoquer Greta Olsson, la religieuse suédoise dont le témoignage concernant le parfum floral avait suscité son attention. « Mademoiselle Olsson, je voudrais revenir sur ce parfum que vous avez mentionné hier. Pourriez-vous me dire si vous en connaissez l'origine ?» La religieuse sembla déconcertée, ses mains jointes, tremblant légèrement. « Je ne sais pas exactement. C'était un mélange très particulier, floral mais aussi épicé. J'ai déjà senti quelque chose de similaire, il y a bien longtemps. Où cela ?
insista Poirot, penché légèrement vers elle. Greta baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Dans une maison où j'ai travaillé comme gouvernante aux États-Unis, cette famille, c'était celle des Armstrong. J'étais là lorsque tout s'est produit. J'ai vu la douleur dans leurs yeux, leur désespoir absolu. Ce parfum me rappelle cette période sombre. Cette confession apportait une nouvelle pièce au puzzle. Greta Olson, bien qu'apparemment innocente, avait un lien direct avec l'affaire Armstrong. Elle était témoin oculaire de la tragédie, même si elle n'avait joué aucun rôle actif dans les événements ultérieurs. Poirot la remercia chaleureusement avant de passer à son prochain entretien, cette fois avec Harriet Hubbard, l'actrice américaine flamboyante. « Madame Hubbard, permettez-moi de poser une question délicate. Connaissiez-vous Samuel Ratchet sous son véritable identité ?» Harriet Hubbard, qui jusque-là avait feint l'innocence, changea brusquement d'expression. Son sourire artificiel disparut, laissant place à une gravité inhabituelle. « Oui, je le connaissais. Il était impliqué dans cette horrible affaire Armstrong. Mon pauvre frère était policier, et il a enquêté sur cette affaire. Lorsqu'il a découvert la vérité sur Cassetti, il a perdu toute foi en la justice humaine. Avez-vous jamais rencontré Cassetti en personne ?» Elle hésita, puis répondit avec fermeté. « Non, mais j'ai entendu parler de lui. Et maintenant que je sais qu'il était ici, sur ce train, eh bien, disons que je comprends pourquoi certaines personnes auraient pu agir comme elles l'ont fait. » Cet aveu renforçait encore l'idée que plusieurs passagers partageaient des liens étroits avec l'affaire Armstrong, chacun ayant sa propre raison de haïr l'homme qui s'était appelé Cassetti. Le troisième interrogatoire concerna Cyrus B. Hasselbeck, le magnate du pétrole arrogant. « Monsieur Hasselbeck, je dois vous poser une question importante. Connaissez-vous l'histoire de l'enlèvement Armstrong ?» Hasselbeck ricana, mais son arrogance habituelle semblait vaciller. « Bien sûr, tout le monde connaît cette histoire, mais je ne vois pas ce que cela vient faire ici. Votre nom est souvent associé à des affaires controversées, y compris celle-ci, » poursuivit Poirot calmement, l'homme blêmi, cherchant visiblement une réponse appropriée. « Écoutez, je n'ai rien à voir avec ça. Si quelqu'un a tué cet homme, tant mieux pour lui. Mais moi, je suis innocent. » Ces mots, bien qu'imprécis, confirmèrent à Poirot que Hasselbeck savait davantage qu'il ne le laissait paraître. Après ces nouveaux entretiens, Poirot rassembla ses notes et organisa une réunion avec M. Book et Hastings dans le wagon-salon. « Mes amis, nous sommes face à une situation extrêmement complexe. Plusieurs passagers ont des liens directs ou indirects avec l'affaire Armstrong. Chacun d'eux pourrait avoir eu une motivation suffisante pour assassiner Ratchet, alias Cassetti. Mais il reste encore à déterminer comment ils ont agi collectivement. » M. Book fronça les sourcils. « Collectivement, vous pensez qu'ils ont collaboré ? C'est une possibilité que nous devons envisager sérieusement. Imaginez un groupe de personnes unies par une même cause, décidées à rendre justice de leurs propres mains. Leur plan aurait été exécuté avec minutie, profitant de l'isolement du train pour masquer leurs traces. » Hastings, captivé par cette hypothèse, ajouta « Alors, chaque passager serait coupable, d'une manière ou d'une autre ?» Poirot esquissa un léger sourire. « Peut-être. Mais avant de tirer des conclusions définitives, nous devons examiner, encore une fois, tous les indices, interroger ceux qui restent discrets et vérifier les alibis soigneusement préparés. Car rappelez-vous, mes amis, rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. » Tandis que la tempête continuait de rugir autour du train, Poirot sentait que la vérité se rapprochait inexorablement.
chaque secret dévoilé, chaque connexion établie formait une toile serrée où les fils du destin étaient tissés ensemble, attendant d'être dénoués une fois pour toutes. Chapitre 6. Les faux semblants. La matinée avançait lentement, les rayons du soleil peinant à percer à travers les épais rideaux de neige qui continuaient de tomber. L'Orient Express, toujours immobilisé par la tempête, ressemblait à une bulle temporelle où chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Hercule Poirot, après avoir passé plusieurs heures à analyser les témoignages recueillis, décida de mener une enquête plus approfondie sur certains détails encore flous. Il commença par examiner attentivement les objets trouvés dans le compartiment de Ratchet, alias Cassetti. La montre arrêtée à une heure précise, le bouton de manchette abandonné sur le sol, la lettre chiffonnée contenant des menaces vagues. Chaque élément semblait avoir été placé là intentionnellement, comme pour raconter une histoire précise. Mais quelle était cette histoire? Et pourquoi ces indices semblaient-ils trop parfaits? Hastings venait donc jeter un œil à « cela », invita Poirot en désignant les objets alignés sur la table devant lui. « Ne trouvez-vous pas étrange que tout soit si bien orchestré ?» Hastings examina les pièces avec attention. « C'est vrai. On dirait qu'ils ont voulu nous guider vers une certaine conclusion. Peut-être que l'assassin veut que nous pensions à un coupable spécifique. Exactement, s'exclama Poirot avec satisfaction. Et c'est là que réside notre principal défi, distinguer les vrais indices des faux semblants. C'est alors qu'il décida de convoquer Michel, le majordome français, dont le silence constant avait attiré son attention depuis le début. Monsieur Michel, je vous remercie de bien vouloir me consacrer quelques minutes. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel durant la nuit du crime? Michel, visiblement nerveux, ajusta sa cravate avant de répondre. Non, monsieur, tout était calme. Je n'ai entendu aucun bruit suspect. Poirot plissa légèrement les yeux. Vous êtes sûr? Par exemple, avez-vous vu quelqu'un passer près du compartiment de monsieur Ratchet? Le majordome hésita, ses mains tremblantes trahissant son malaise. Eh bien, peut-être une ombre rapide, mais je ne peux pas affirmer avec certitude que c'était une personne. Cette réponse vague intrigua davantage Poirot. Une ombre, dites-vous? À quelle heure environ? Vers 1h du matin, je crois. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas certain. Après cet entretien ambigu, Poirot passa en revue les alibis des autres passagers. Certains étaient cohérents, d'autres moins. Par exemple, Mrs. Hubbard affirmait être restée dans son compartiment toute la nuit, tandis que Greta Olson prétendait avoir prié jusqu'à tard. Quant à R. Hardman, il soutenait avoir joué aux cartes avec Cyrus B. Hasselbeck pendant plusieurs heures, bien que ce dernier ait confirmé cette version des faits avec réticence. Mais un détail demeurait troublant. Plusieurs passagers avaient mentionné des odeurs particulières ou des sons suspects dans le couloir. Ces témoignages divergents formaient un tableau chaotique, rendant difficile toute tentative d'établir une chronologie claire des événements. Pendant ce temps, M. Bouc tentait de coordonner les efforts logistiques pour libérer le train de la neige. Il discuta brièvement avec le conducteur, qui expliqua que l'intervention des secours pourrait prendre encore plusieurs heures. Cette nouvelle augmenta l'anxiété générale parmi les passagers déjà tendus. « Monsieur Poirot, pensez-vous que nous trouverons bientôt une solution ?» demanda M. Bouc, visiblement inquiet. « J'en suis convaincu, mon ami. Mais rappelez-vous, chaque détail compte, même les plus infimes. Nous devons continuer à creuser, à interroger, à observer, car souvent, ce sont les petites choses qui révèlent les grandes vérités. » Dans cet esprit, Poirot décida de retourner dans le wagon-salon pour observer les interactions entre les passagers.
Il nota avec intérêt que certains échangèrent des regards complices. D'autres semblaient éviter soigneusement tout contact visuel. Ce balai silencieux cachait sans doute des secrets cruciaux. Lorsque la nuit tomba, enveloppant le train d'une obscurité totale, Poirot retira un instant pour méditer dans son compartiment. Assis confortablement, il passa en revue chaque hypothèse possible. Le groupe de vengeance collective semblait de plus en plus plausible. Mais comment prouver leur culpabilité collective sans compromettre leur droit à un procès équitable? « Hastings, venez me rejoindre », appela-t-il doucement. « Je voudrais partager mes dernières réflexions avec vous. » Edward Hastings entra, un air curieux peint sur son visage. « Alors, que pensez-vous de tout cela ?» Poirot sourit mystérieusement. « Une chose est certaine, la vérité est là, juste sous nos yeux. Nous devons simplement savoir où regarder. Et demain, je crois que nous serons prêts à révéler ce que nous avons découvert. » La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, mais à l'intérieur du train, une autre tempête se préparait, celle de la justice, prête à balayer les mensonges et les faux semblants pour laisser place à la lumière de la vérité. Chapitre 7. La révélation des motifs. Le jour suivant se leva sur un paysage encore plus enneigé, les flocons formant une couverture épaisse autour du train immobilisé. L'atmosphère à bord de l'Orient Express était palpablement tendue. Chaque passager semblait conscient que quelque chose allait bientôt se produire, un événement inévitable qui viendrait bouleverser leur fragile équilibre. Hercule Poirot, après avoir passé une nuit entière à réfléchir aux pièces du puzzle accumulé, décida qu'il était temps de rassembler tous les passagers dans le wagon-salon pour une ultime confrontation. Il convoqua M. Bouc et Hastings pour organiser cette réunion, expliquant avec calme mais fermeté « Mes amis, il est nécessaire que nous exposions clairement les faits devant tout le monde. Seule la vérité et la justice peuvent apaiser ce drame. » M. Bouc hocha gravement la tête. « Je comprends votre décision, Monsieur Poirot, mais soyez prudent. Certains ici pourraient réagir violemment. » « Ne craignez rien, » répondit Poirot avec un sourire rassurant. « J'ai toute confiance dans ma méthode. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois préparer mes arguments. » Lorsque tous les passagers furent réunis dans le wagon-salon, une atmosphère pesante s'installa immédiatement. Les regards étaient méfiants, certains visiblement nerveux, d'autres impassibles. Poirot prit place au centre de la pièce, son attitude imposante tranchant avec la nervosité ambiante. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix posée mais ferme, « aujourd'hui, nous devons mettre fin à ce mystère. Samuel Ratchet, ou plutôt Cassetti, a été assassiné dans ce train. Nous savons désormais pourquoi. Cet homme était impliqué dans l'affaire Armstrong, un crime odieux qui a brisé des vies innocentes. Chacun de vous ici présente des liens, directs ou indirects, avec cette tragédie. » Un murmure parcourut l'assemblée, mêlant surprise, colère et soulagement. Poirot leva une main pour réclamer le silence avant de poursuivre. « Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de reconstituer les événements de cette nuit fatidique. Vers minuit, plusieurs d'entre vous ont agi ensemble, formant un groupe, unis par une même cause, rendre justice là où la loi avait échoué. Vous avez planifié minutieusement votre action, exploitant les forces et talents individuels de chacun pour exécuter votre vengeance collective. » À ces mots, certains passagers baissèrent les yeux, incapables de soutenir le regard perçant de Poirot. D'autres, comme Mrs. Hubbard, protestèrent vivement. « C'est absurde, comment osez-vous nous accuser ainsi ?» Poirot ne se départit pas de son calme. « Votre indignation est compréhensible, madame, mais les preuves sont indiscutables. Considérons par exemple le rôle de chacun. Greta Olson, avec sa connaissance intime de la maison Armstrong,
a pu fournir des informations cruciales sur Cassetti. Harriet Hubbard, grâce à ses talents théâtraux, a détourné l'attention lorsque nécessaire. Quant à M. Andrény et sa femme Sonia, ils ont fourni une motivation personnelle irréfutable. Il marqua une pause dramatique, observant les visages autour de lui. Chaque indice découvert dans le compartiment de Ratchet, la montre arrêtée, le bouton de manchette, la lettre menaçante, a été placé là intentionnellement pour créer une fausse piste. Ce fut un travail remarquablement bien orchestré. Cyrus B. Hasselbeck, jusque-là silencieux, intervint alors avec arrogance. Et alors, même si tout cela est vrai, quel juge condamnerait des gens cherchant simplement à rendre justice? Poirot inclina légèrement la tête. Vous touchez là un point important, monsieur. En effet, vos motivations étaient nobles. Mais la justice n'appartient pas aux individus. Elle appartient à la société tout entière. En prenant la loi entre vos mains, vous avez compromis l'idéal même que vous cherchiez à défendre. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Chacun semblait plongé dans ses pensées, confronté à la réalité de leurs actes. Poirot, voyant qu'il avait atteint son objectif, conclut doucement. Maintenant, il nous reste à décider de la suite des événements. Mais rappelez-vous, mesdames et messieurs, la vérité, aussi difficile soit-elle, est toujours préférable au mensonge. Tandis que la tempête continuait de rugir à l'extérieur, un sentiment de paix relative semblait enfin s'installer dans le cœur des passagers. Leurs secrets avaient été révélés, leur cœur allégé. Restait encore à savoir comment le monde extérieur jugerait leurs actions. Chapitre 8. Les conséquences de la vengeance. Après la révélation explosive de Poirot dans le wagon-salon, un silence lourd s'installa parmi les passagers. Chacun semblait plongé dans ses pensées, confronté à la réalité brutale de leurs actes collectifs. La tension était palpable, comme si chaque souffle risquait de briser cet équilibre fragile. Hercule Poirot, assis calmement devant l'assemblée, observait avec attention les réactions variées qui se déroulaient sous ses yeux. Certains baissaient la tête, visiblement accablés par le poids de leur conscience. D'autres, comme Cyrus B. Hasselbeck, arboraient encore une expression de défi mêlée d'arrogance. Mais tous partageaient une chose commune, l'inévitable. Question du jugement final. « Mesdames et messieurs, » reprit Poirot après quelques instants, « nous avons maintenant exposé les faits. Vous avez agi en croyant accomplir une noble mission, rendre justice là où elle avait été bafouée. Cependant, il est essentiel de reconnaître que cette justice appartient à la société tout entière, non pas aux individus pris isolément. » Mrs. Hubbard, incapable de contenir davantage son émotion, intervint avec véhémence. « Mais cet homme méritait ce qui lui est arrivé. Comment pouvez-vous condamner ceux qui ont osé défier l'injustice ?» Poirot répondit doucement mais fermement. « Je ne condamne personne, madame. Je constate simplement que la voie choisie pour obtenir satisfaction a compromis vos propres principes. En prenant la vie de Cassetti entre vos mains, vous avez ouvert une porte dangereuse, celle où chacun peut décider de la valeur d'une autre vie. Ce n'est pas une voie sans conséquence. » Sonia Andrény, jusqu'alors silencieuse, prit alors la parole d'une voix tremblante. « Nous avons agi par amour, pour ma sœur, pour mon neveu. Nous pensions faire ce qu'il fallait. » Ces mots étaient empreints d'une profonde tristesse, révélant l'étendue de sa douleur intérieure. Poirot hocha gravement la tête. « L'amour, madame, peut souvent conduire à des actions extrêmes, mais il est également capable de guérison. Peut-être aujourd'hui, en reconnaissant ce que vous avez fait, pouvez-vous commencer à panser ces blessures anciennes. La
Discussion continua ainsi, chaque passager exprimant tour à tour ses pensées et ses remords. Greta Olsson, la religieuse suédoise, confessa humblement « J'ai cru bien faire en aidant, même de loin. Mais maintenant, je vois combien cela a pu être erroné. » Ces aveux sincères apportèrent un certain soulagement à l'atmosphère tendue. Pourtant, une question demeurait en suspens. Que se passerait-il lorsque le train serait libéré de sa prison de neige et que les autorités prendraient connaissance de ces événements? Monsieur Bouc, conscient de l'enjeu, s'adressa à Poirot avec précaution. « Monsieur Poirot, quelle sera votre version des faits lorsque nous arriverons à destination? Devons-nous informer les autorités de tout ce qui s'est passé ici ?» Poirot esquissa un léger sourire, ses sourcils légèrement arqués. « C'est une décision délicate, mon ami. Si j'étais tenu de rendre compte strictement selon les faits, je devrais dire que Samuel Ratchet a été assassiné par un groupe de personnes motivées par vengeance. Mais... » Il marqua une pause, pesant soigneusement ses mots. « Il y a aussi une autre version possible. Une version où un meurtrier solitaire aurait agi seul, profitant de la confusion créée par la tempête. Cette version, bien que moins complète, pourrait éviter de nombreux ennuis à ceux présents ici. » Les regards se tournèrent vers lui, mêlant surprise et gratitude. R. Hardman, d'ordinaire distant, murmura avec respect « Vous êtes un homme bon, Monsieur Poirot. » Le détective belge haussa modestement les épaules. « Non, je suis seulement un homme qui comprend les motivations humaines. Et parfois, ces motivations justifient des choix difficiles. » Alors que la nuit tombait lentement, enveloppant le train d'une obscurité paisible, Poirot retourna dans son compartiment pour méditer sur les événements de la journée. Assis confortablement, il songea aux conséquences de ses propres décisions. Savoir la vérité était une chose, mais savoir comment la partager en était une autre. « Hastings, venez donc me rejoindre, » appela-t-il doucement. « J'aimerais discuter de ce que nous allons faire ensuite. » Edward Hastings entra, curieux et attentif. « Alors, que pensez-vous vraiment de tout cela ?» Poirot sourit en coin. « Une chose est certaine, mon cher Hastings. La justice est un concept complexe. Parfois, elle exige plus que des lois et des tribunaux. Elle nécessite compassion, compréhension et peut-être un peu de clémence. » Tandis que la tempête continuait de rugir à l'extérieur, un sentiment de paix relative semblait enfin s'installer à bord du train. Les secrets avaient été dévoilés, les cœurs allégés. Restait encore à voir comment le monde extérieur accepterait ces vérités. Chapitre 9. La libération du train. Le lendemain matin apporta un changement notable dans l'atmosphère à bord de l'Orient Express. Les flocons avaient cessé de tomber, révélant un paysage immaculé sous un ciel dégagé. Le silence paisible qui enveloppait le train contrastait avec les jours précédents, lorsque la tempête avait confiné ses passagers dans une bulle étouffante de secrets et de tensions. Hercule Poirot, après avoir passé une nuit réfléchissant aux événements récents, se leva tôt pour évaluer la situation. Monsieur Bouc, visiblement soulagé par l'arrivée des secours, informa les passagers que le train serait bientôt libéré de sa prison de neige. Une excitation mesurée parcourut les couloirs, chacun comprenant que leur odyssée touchait à sa fin. Pendant ce temps, Poirot s'entretenait discrètement avec Hastings dans le wagon-salon. « Mon cher ami, nous approchons du moment où nos choix seront mis à l'épreuve. Ma décision concernant la version des faits à présenter aux autorités doit être irrévocable. » Hastings fronça légèrement les sourcils. « Vous pensez vraiment qu'ils accepteront votre histoire d'un meurtrier solitaire? Ne risquez-vous pas de compromettre votre réputation en dissimulant la vérité? » « Peut-être, » répondit Poirot avec calme. « Mais rappelez-vous, ma mission première est de comprendre, non de juger.
Ces personnes ici ont agi par amour, par vengeance, par justice, selon leurs propres critères. Si je peux leur offrir une chance de continuer leur vie sans porter le fardeau d'une condamnation publique, alors j'estime avoir accompli mon devoir. Alors que le bruit des pelles s'intensifiait à l'extérieur, signe que les secours étaient presque arrivés, Poirot décida de rassembler une dernière fois les passagers pour une ultime mise au point. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, calmement. Avant que nous ne quittions ce train, je voudrais vous dire ceci. Ce que vous avez fait ici restera entre nous. Je n'ai aucunement l'intention de trahir vos secrets, mais je dois aussi protéger l'idéal de justice que je défends. » Un murmure parcourut l'assemblée, mêlant soulagement et reconnaissance. Greta Olson, les larmes aux yeux, murmura « Merci, monsieur Poirot. Vous êtes un homme bon. »« Non, madame, je suis simplement un homme qui cherche à comprendre, » répondit-il doucement. Quelques heures plus tard, le train reprit lentement sa course sur les rails, laissant derrière lui la blancheur immaculée du paysage hivernal. Les passagers, maintenant libérés de leur confinement, commencèrent à se préparer pour leur arrivée à destination. Chacun semblait porteur d'une nouvelle résolution, comme si cette expérience avait marqué un tournant dans leur vie. Pendant ce temps, Poirot observait pensivement le défilé des paysages par la fenêtre. « Hastings, savez-vous ce que je retiens de tout cela ?» demanda-t-il soudainement. Hastings haussa les épaules. « Que les humains sont capables de grandes choses, aussi bien de grandeur que de folie. » Poirot sourit légèrement. « Exactement. Et parfois, la frontière entre ces deux extrêmes est plus fine que nous ne le pensions. » Lorsque le train atteignit enfin sa destination, Poirot descendit tranquillement sur le quai, prêt à affronter les questions inévitables des autorités. Avec son habituelle élégance, il raconta l'histoire d'un meurtre perpétré par un individu isolé, omettant soigneusement toute mention du complot collectif. Les officiers, convaincus par cette version des événements, conclurent rapidement l'enquête. Tandis que les passagers s'éloignaient dans différentes directions, certains échangeant des regards complices, Poirot sentit un poids se lever de ses épaules. Il avait fait son choix, assumant pleinement ses conséquences. « Venez, Hastings, » dit-il en ajustant sa cravate. « Il est temps de regagner Londres. J'ai hâte de retrouver ma petite maison et mes chers problèmes moins humains. » Et ainsi, Hercule Poirot disparut dans la foule, laissant derrière lui une affaire qui resterait gravée dans sa mémoire comme l'une des plus complexes et des plus humaines qu'il ait jamais rencontrées. Chapitre 10. Retour à Londres. Le voyage de retour vers Londres se déroula dans une atmosphère paisible, bien différente des jours tumultueux passés sur l'Orient Express. Hercule Poirot, assis confortablement dans son compartiment, contemplait le paysage défiler derrière la fenêtre, perdu dans ses pensées. Les champs verdoyants et les villages pittoresques semblaient presque irréels après l'intensité des événements récents. Hastings, quant à lui, était plongé dans un livre, mais il leva régulièrement les yeux pour observer son ami avec curiosité. « Poirot, vous semblez songeur. Est-ce que quelque chose vous tracasse encore ?» Poirot sourit doucement, sans détacher son regard du paysage. « Non, Hastings, je ne suis pas tracassé. Simplement, je réfléchis aux implications de ce que nous avons vécu. Ce cas était unique, non seulement par sa complexité, mais aussi par la profondeur humaine qui s'y cachait. Vous voulez dire leur motivation collective ?» interrogea Hastings en posant son livre. « Exactement. Ces gens ont agi ensemble, liés par une même cause, rendre justice là où elle avait échoué. Leur action était certes illégale,
Mais pouvons-nous vraiment les condamner quand leur cœur était rempli de douleur et de vengeance légitime? Hastings hocha la tête, comprenant parfaitement ce que Poirot sous-entendait. Alors, pensez-vous avoir pris la bonne décision, en dissimulant certains aspects de l'affaire? Poirot ajusta légèrement sa cravate avant de répondre. Ma chère amitié, chaque choix a ses conséquences. En optant pour cette version simplifiée des faits, j'ai choisi de protéger ces personnes de la justice officielle. Mais cela ne signifie pas que je les exonère de toute responsabilité morale. Ils porteront toujours le poids de ce qu'ils ont fait, et c'est peut-être là la véritable justice. Le train continuait sa route, emportant avec lui les souvenirs de cette odyssée hivernale. Pourtant, malgré la distance croissante entre eux et l'Orient Express, Poirot savait que cette affaire resterait gravée dans sa mémoire comme l'une des plus marquantes de sa carrière. Elle lui rappelait constamment combien les motivations humaines peuvent être complexes, mêlant amour, colère, justice et remords. Lorsque le train atteignit finalement la gare de King's Cross, Poirot et Hastings descendirent tranquillement sur le quai animé. Une brise fraîche balayait les rues londoniennes, apportant avec elle l'odeur familière de la ville. Après avoir salué quelques connaissances rencontrées lors du voyage, ils prirent un fiacre pour regagner Whitehall Terrace. Installé dans son appartement cossu, Poirot se permit un moment de repos bien mérité. Il alluma calmement sa pipe et s'installa dans son fauteuil préféré, contemplant la pièce avec satisfaction. Tout semblait à sa place, chaque objet aligné selon son ordre habituel, chaque détail soigneusement disposé. Mais malgré cette apparente normalité, son esprit demeurait occupé par les visages des passagers de l'Orient Express. Chaque conversation, chaque regard échangé, chaque mot prononcé résonnait encore dans sa mémoire. Il se surprit à murmurer « Rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît ». Hastings, qui préparait du thé dans la cuisine, entendit ces mots et sourit. « Toujours aussi philosophe, hein, Poirot ?» Le détective belge haussa légèrement les épaules. « Disons simplement que la vie est une énigme constante, mon cher Hastings, et parfois même les solutions les plus élégantes ne suffisent pas à résoudre toutes les questions. » Tandis que la nuit tombait doucement sur Londres, enveloppant la ville d'une tranquillité bienvenue, Poirot ferma les yeux, savourant la paix retrouvée. L'affaire du crime de l'Orient Express était close, mais ses répercussions résonneraient longtemps dans son esprit. Car en fin de compte, chaque mystère résolu ouvre la porte à de nouvelles interrogations, et c'est peut-être cela la vraie nature de l'existence humaine. Merci d'avoir écouté cette adaptation de Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Nous espérons que cette histoire captivante vous a transporté dans un monde de mystère et de suspense, tout en favorisant un moment de détente avant de vous endormir. Si vous avez apprécié ce récit, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines aventures. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à créer des histoires qui nourrissent votre imagination et apaisent votre esprit. Un immense merci à toutes les personnes généreuses qui nous ont fait confiance en faisant un don. Grâce à votre soutien, nous pouvons investir dans du matériel de prise de son, des ordinateurs plus performants, ainsi que dans des logiciels et abonnements nécessaires pour améliorer la qualité de nos productions. Chaque contribution compte et nous permet de rêver plus grand, de vous offrir des expériences auditives encore plus immersives et de maintenir notre engagement envers une narration de qualité. Nous tenons particulièrement à remercier le donateur régulier pour leur fidélité et leur générosité. Sachez que votre soutien ne passe pas inaperçu et que chaque euro donné nous aide à grandir et à continuer à partager notre passion avec vous.
Enfin, si vous souhaitez faire partie de cette belle aventure et soutenir notre travail, même modestement, sachez que chaque geste compte. Vous pouvez découvrir comment nous aider en cliquant sur le lien merci sur la page d'accueil. Ensemble, rendons ces histoires encore plus magiques. Encore merci pour votre écoute. Et à très vite pour de nouvelles aventures sonores. Bonne nuit et faites de beaux rêves.